J'ai tout bâti toute seule et vraiment j'ai cette énergie très guerrière. C'est pas pour rien que j'ai fait l'armée. C'est un vrai coming out. On comprend, ensuite on libère, ensuite on reprogramme sur des choses qui nous soutiennent beaucoup plus. Et là on peut manifester ce qu'on veut. Parce que sinon on se bat contre un bouclier. J'étais entre deux eaux, c'est-à-dire je me sens invincible et immortelle. Donc je provoque le risque et je me sens hyper vulnérable et en danger. Ce parcours il a été fait de beaucoup de challenges pour vraiment apprendre à chaque fois à revenir à moi et à apprendre vraiment à reprendre le pouvoir sur qui j'avais envie d'être. Cléo est installée sur les canapés, tout droit venue d'Avignon. Bonjour Cléo. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous et merci de vous raconter. Parce que quand je regarde votre fiche de production, quand je vois votre parcours de vie, je me dis souvent, j'ai un effet waouh à chaque fois. Et je suis toujours très intrigué de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous analysez d'abord en tout cas cette première partie de vie qui ensuite vous a fait bifurquer pour être et devenir celle que vous êtes aujourd'hui. Comment vous analysez, vous regardez un petit peu votre parcours ? Je dirais que ce parcours, il a été fait de beaucoup de challenges pour vraiment apprendre à chaque fois à revenir à moi et à apprendre vraiment à reprendre le pouvoir sur qui j'avais envie d'être. Puisqu'en fait, à chaque fois, j'ai toujours appris à composer avec les autres, à m'adapter tout au long. Et surtout, je dirais que c'était mon besoin d'appartenance qui m'a fait justement choisir très très tôt d'entrer du coup dans cette vie à l'armée. À l'armée, on va voir ça, puisque vous allez même partir en Afghanistan, je crois. Et c'est assez incroyable parce que vous avez dit m'adapter aux autres. On a presque le sentiment, et quand on embrasse une carrière militaire, c'est plus que s'adapter, c'est obéir. C'est obéir. Ouais, en fait, j'ai toujours eu ce sixième sens de sentir les gens, d'anticiper les besoins, les problèmes, de sentir les limites des gens, quand les gens pensaient des non alors qu'ils disaient oui. Ouais. Et donc, toute petite, je me suis très vite adaptée et j'ai compris, j'ai tout anticipé. Et j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Et donc, finalement, très tôt, j'ai voulu dévouer finalement mon temps, mon énergie à une cause. Et finalement, voilà, au final, j'ai toujours dévoué ma vie, j'ai toujours été au service. Au service, exactement. Ouais. Donc, vous allez entrer au lycée militaire. C'est ça. Dès l'âge de 16 ans, vous allez faire un bac S, mention, s'il vous plaît, quand même. Et vous dites d'ailleurs que les choses se compliquent, mais très très tôt. Ouais. C'est-à-dire que la dépression, vous la connaissez dès l'adolescence. Oui, dès l'adolescence où finalement, je suis très bonne à l'école, puisque je sais écouter et j'enregistre très facilement. Donc, j'ai pas besoin de beaucoup travailler, je m'en sors bien, mais finalement, je me sens très différente des autres. Et je me suis coupée complètement de mes émotions en me disant, je suis bizarre, je dois sûrement avoir... c'est moi qui dois avoir un problème, donc je vais m'adapter, et puis voilà, ça ira. Et finalement, une fois que j'arrive dans ce lycée militaire, à 16 ans, je fais ma première. Donc, c'était sur concours. Donc le concours, je l'ai sans problème. Mais c'est vous qui l'avez décidé, ça ? Ouais. D'intégrer le lycée militaire ? Ouais, parce que je pense que j'avais ce besoin d'appartenance. Je vivais seule avec ma mère à cette période de l'adolescence. Et ma mère était très prise par son travail. Et au final, je me gérais toute seule. Et j'étais très, très seule. Donc besoin de cadre. Besoin de cadre et besoin d'avoir un groupe. Et donc je me suis dit, je pars dans ce lycée militaire. J'ai fait le concours. Et puis voilà, j'ai choisi une autre prison, on va dire, avec une forme de rigidité. Mais je pense qu'en réalité, c'est que j'avais besoin d'un cadre tangible parce que tout ce qui se passait à l'intérieur, mes émotions, mes perceptions, parce que finalement, j'ai toujours eu des perceptions que j'ai, pareil, étouffées. Et là, en fait, j'avais quelque chose de tangible. Limite droite, limite gauche. On me dit qu'il fallait faire ça et au moins je débranchais le cerveau. Sauf que ce lycée militaire, visiblement, c'est pas la bonne solution puisque vous êtes en pleine dépression. Oui. Et c'est là où finalement je mets toute mon énergie à performer pour retrouver finalement une place dans la masse, dans le groupe, dans tout ça. Et je me focus sur performer pour obtenir mon objectif et je voulais devenir analyste renseignement. Je voulais rentrer dans le renseignement dès 16 ans. C'était très clair pour moi. Parce que je voulais faire soit psy, soit journaliste. Et je trouvais que analyste, c'était le bon mélange des deux. C'est vrai, c'est une bonne union des deux. Donc, et au final, effectivement, je ne vais pas bien. Mais je ne l'écoute pas plus que ça. Je me dis que
pareil, je suis toujours dans cette finalement autoflagellation de c'est moi le problème, c'est moi qui me pose trop de questions, et donc au final C'est pour ça que c'est quand même intéressant, et l'index est vraiment là, et fait pour ça, c'est de dire, encore une fois, qu'est-ce qui incite les gens à s'octroyer des titres comme thérapeute, des titres comme mentor, des titres comme guide, etc., etc. Le parcours de vie est très, très important. Ce qui vous a forgé, construite, exactement. Et qui ensuite vous permet effectivement d'arriver à cela. Parce que, évidemment, les choses continuent. Vous restez dans cette dimension militaire, puisqu'à l'âge de 20 ans, vous partez en Afghanistan. Là, évidemment, il se passe des choses, et vous parlez du syndrome post-traumatique. Je reviens même avec multiples chocs post-traumatiques. Sauf que là, on est en 2013, et en France, on n'en parle pas des masses. D'habitude, vu que les gens partaient d'habitude en unité, moi j'étais partie en isolé de par mon métier, j'étais sur une base américaine, et donc c'est le moment où ils ont arrêté de faire le SAS, qu'on appelait le SAS de décompression à Chypre, où normalement tous les gens qui revenaient en unité avaient un temps où ils voyaient des psys, où ils pouvaient un petit peu avoir ce SAS avant de rentrer en France. Et moi, après 6 mois et demi où il s'est passé énormément d'événements, très traumatisant, où j'ai 20 ans et j'ai quand même sur la conscience la mort de plusieurs personnes, des opérations compliquées, des choses comme ça. Alors, j'ai beaucoup entendu, mais t'es dans un bureau, donc je vois pas pourquoi t'as été traumatisé. Vous n'étiez pas sur des champs d'opération. Non. Par contre, j'étais derrière celle qui disait où fallait appuyer sur le bouton. Voilà. Et donc une responsabilité qui engendre une culpabilité sans doute si les choses ne se déroulent pas comme elles devaient se dérouler. Et puis la responsabilité de certaines zones, s'assurer qu'il n'allait pas se passer des choses sur la base américaine, sur d'autres endroits, et donc c'est une pression énorme. Mais 20 ans, et à 20 ans, je veux dire, c'est une responsabilité hallucinante. Énormissime, c'est une responsabilité énormissime. Et donc quand je rentre dans mon unité, vu que ceux qui étaient passés avant moi ne s'étaient jamais plaints, mais moi, j'avais vécu particulièrement, il s'était passé beaucoup d'événements assez intenses là, à ce moment-là. Moi, j'ai commencé à dire, en réalité, je ne vais pas bien. Et je pense que j'ai besoin d'aide. Et tout le monde m'a regardé un peu du genre, comment ça? Mais c'est bon, c'est rien cette mission. T'es faible. Voilà, t'es faible. Et sauf que là, donc je vivais à Paris à ce moment-là, et puis j'étais dans le métro, et j'étais entre deux eaux, c'est-à-dire je passais de je me sens invincible et immortelle, donc je provoque le risque. Et je me sens hyper vulnérable et en danger parce que j'avais plus aucune arme sur moi, plus de gilet pare-balles, plus de casque lourd. Et donc j'avais des moments où d'un seul coup, j'avais vraiment c'est le stress post-traumatique. Une fois, je croise une poussette dans la rue et en fait, il y a un bruit sourd au même moment dans la rue. Et là, je me mets en boule d'un seul coup par terre. La femme, la maman a eu super peur parce que pour moi, il y avait une roquette qui venait d'arriver. Et là, je me suis dit, waouh, ça va vraiment pas. Donc, j'ai demandé de l'aide au service médical militaire et j'étais la première de mon unité à déclarer officiellement que j'allais pas bien, et j'ai fait une déclaration de stress post-traumatique qui, derrière, a permis aux gens d'ouvrir un petit peu la voie et de dire, en fait, c'est vrai que moi aussi, la dernière mission, ça a été compliqué. Peut-être que moi aussi, il faudrait peut-être que j'aille faire quelque chose. Donc là, vous êtes suivi à cette époque-là? Oui. À cette époque, je fais 6 mois de psychothérapie. À l'hôpital militaire, je vois un psychiatre 3 fois qui me dit moi je suis plutôt serein, vous avez conscience de ce qui s'est passé, je vous donne des anxiolytiques au cas où. Sauf que pour moi, et puis très vite sur la psychothérapie, ce n'est pas une militaire, c'était une jeune femme qui venait d'être recrutée, qui sortait d'école, donc elle n'avait pas d'expérience, et elle m'emmène tout de suite sur votre enfance, votre mère, tout ça, et donc je me sens pas comprise à ce moment-là. Et donc je me retrouve vraiment sans solution, je ne voulais pas prendre de médicaments. J'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de comprendre le processus. Et c'est ce qui m'a sauvée, moi, c'est le sport. À ce moment-là, je me mets dans le CrossFit en 2014. Donc au final, ça vient nourrir mon adrénaline parce que j'étais devenue accro. Je pense depuis l'enfance, j'avais cette addiction à l'adrénaline. Mais quand on est là-bas, on se prend des roquettes tous les jours. Donc on a des alarmes tous les jours. On côtoie la mort. Donc il y a ce sentiment, à chaque fois on navigue entre surpuissance et grande vulnérabilité en disant je ne suis rien. Et en même temps, si j'ai survécu à ça, je peux tout traverser. Et sauf que je me dis, ok, le sport finalement, je plonge dedans et c'est une addiction. C'est pas ok non plus. Et donc c'est là où je décide, à un moment où je me dis c'est plus possible. Je dois trouver une solution et c'est pas par les médicaments. Je veux creuser, je veux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, dans le corps quand on est traumatisé. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Donc là, on me conseille de faire de l'EMDR, mais ça m'appelle pas encore. Et c'est suite à burn-out, naissance de mon fils, divorce, il y a tout qui se casse la nénette, comme je pense beaucoup de personnes qui vivent leur nuit noire de l'âme à un moment. Je décide de m'arrêter et de faire une formation d'hypnothérapeute. Donc je fais ça. Et puis là, je découvre qu'au final, c'est quelque chose que j'adore parce que j'adore inventer, créer des scénarios. Et puis j'aime bien, je rajoute de la musique. En fait, je fais des mini-films voilà, pour emmener les gens. Et ça vient vraiment nourrir ce côté créatif. Et là, je me dis, mais j'adore ça parce que je me rends compte qu'avec des images très légères, on arrive à toucher des gros sujets qui font peur aux gens, en fait. Qu'est-ce que ça révèle de vous, alors, l'hypnose ? Moi, ça arrive, mon côté créatif que j'avais complètement mis de côté parce que j'étais dans un travail très masculin, très voilà. Il y a le côté créatif et ça révèle, je dirais même mon pouvoir créateur. C'est que je me rends compte à quel point je peux tout modifier. Et après, je me forme au Theta Healing, où là, du coup, on apprend dans les états de conscience modifiés à tout changer au niveau des croyances limitantes, au niveau de tout. On navigue sur d'autres plans, dans le karma, le transgénérationnel et tout. Et là, je me dis, mais c'est génialissime. Là, pour moi, c'est la caverne d'Ali Baba. Et donc, je m'entraîne sur moi. J'expérimente vraiment sur moi. Je me mets à tester plein de choses. Je me dis, mais en fait, je peux tout changer. Et s'il y avait moyen de venir décoder ton inconscient à partir des animaux ? La vérité ne s'impose jamais. Elle attend. Elle attend le moment où l'on est prêt à la regarder, pas avec le mental, mais avec tout ce que cela implique de ressentir. Vous attirez à vous beaucoup trop souvent des comportements, des situations, des symptômes que vous n'avez pas choisis. Et si cet été, tu le commençais par venir prendre des vacances avec toi-même ? Et si je te disais que l'astrologie n'était pas du tout ce qu'on t'avait dit qu'elle était ? Tout sera là, tout sera devant tes yeux. Un week-end exceptionnel avec ABC Talk. Les 4 et 5 juillet prochains dans la merveilleuse ville de Lyon. C'est un week-end qui va déménager dans le bon sens du terme. Mais et là aussi, qu'est-ce que ça révèle de vous ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes allé rechercher comme information ? Qu'est-ce que le Theta Healing ou éventuellement l'hypnose ou les hypnoses régressives peuvent dire de vous ? Parce que ce mal-être, ce besoin de cadre, ce besoin parfois de fermeté, le côté dur, assez masculin, évidemment, dans ces unités militaires, ça dénote de quelque chose. Donc, est-ce que dans votre enfance, est-ce que dans votre lignée, est-ce que sur du transgénérationnel, vous êtes allé rechercher ça ? Oui, bien sûr. Donc, je suis allée rechercher. Et ce qui ressort, c'est vraiment une lignée de femmes très indépendantes, très dures. On fait tout toute seule. Une lignée paternelle qui, au final, un père présent, mais pas présent émotionnellement. Enfin, deux parents, je dirais pas vraiment forcément présents à ce moment-là émotionnellement quand moi je suis petite. Comme je pense beaucoup de cette génération. Et puis, pas mal de non-dits, des secrets, pour autant, je découvre qu'il y a des forces dans mon transgénérationnel et justement, c'est ce que maintenant je cherche plutôt à révéler. On parle beaucoup de l'héritage, du karma et du poids du transgénérationnel, mais c'est aussi des forces. Et donc, finalement, une fois que j'ai épuré tout ce karma, les morts atroces, toutes ces choses-là, je dis, et si j'allais chercher le positif dans tout ça, puisque on a énormément, mon âme, mes lignées ont accumulé aussi beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de force, beaucoup de résilience. Donc, allons chercher ça. Oui, parce que le côté positif de votre lignée, vous le dites d'ailleurs en avant-propos, vous dites, ce sont des femmes fortes, indépendantes. Donc, voilà, vous héritez de ça. Et là, du coup, je dois faire un peu le travail inverse, c'est-à-dire apprendre à retourner dans mon féminin et à accepter d'être en interdépendance avec les autres et de demander de l'aide et de m'ouvrir plus et de pas être tout le temps toute seule, parce que j'ai tout fait toute seule. J'ai tout bâti toute seule et vraiment, j'ai cette énergie très guerrière. C'est pas pour rien que j'ai fait l'armée. C'est ça, Donc, il y a vraiment ce côté très guerrière, j'y arriverai quoi qu'il m'en coûte. De toute façon, je vais plus vite toute seule et puis basta. Alors que là, ça me demande de revenir dans la douceur, dans l'acceptation, dans le pardon, dans la tolérance. Et donc, il y a tout ce travail à faire avec moi-même et bien sûr aussi avec les autres autour. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de femmes qui doivent faire le chemin inverse. Ouais, vraiment.
c'est-à-dire ce besoin d'autonomie, ce besoin d'être forte, ce besoin de... Voilà. On a rarement ce chemin que vous avez à prendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on attire ce qu'on est. Hein. Donc moi, là, ça fait 5 ans que maintenant je pratique et que là, j'ai évolué. Mais avant, j'étais thérapeute. J'ai fait ça pendant 5 ans. Là, je suis dans ma 5e année. Et c'est pour ça que, à force d'entendre, j'avais beaucoup de femmes qui étaient comme moi, c'est-à-dire avec une énergie très yang, très masculine, qui se sont débrouillées toutes seules, qui ont été parentifiées très jeunes, qui étaient en charge de toute la famille, et puis dans la guerrière, et qui sont comme ça et qui disent quand est-ce que j'ai un homme à la hauteur, quoi, qui est solide, sur qui je peux me reposer. Et pour autant, elles n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à nouveau, parce que blessées et tout ça. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a d'abord, on comprend, ensuite on libère. Comme ça, on fait de l'espace. Ensuite, on reprogramme sur des choses qui nous soutiennent beaucoup plus. Et là, on peut manifester ce qu'on veut. Parce que sinon, on se bat contre contre un bouclier, quoi. C'est impossible d'ouvrir ce cœur qui a été blessé. Quelle différence vous faites alors entre... Parce que vous dites, avant, j'étais thérapeute. Ouais. Donc, thérapeute avec les pratiques et les formations que vous avez suivies, hypnose, theta healing, EMDR. J'ai pas fait de EMDR, j'ai fait hypnose, theta healing. EFT. Oui, j'ai fait une petite EFT, mais une formation, mais surtout j'ai fait aussi somatique. Donc je me suis formée à l'étranger sur tout ce qui est trauma, système nerveux, régulation du système nerveux, travail respiratoire. Et puis aussi, je me suis formée au réflexe archaïque. Parce qu'après, une fois que j'avais travaillé tout ça, je me dis, il faut que je revienne dans le corps. Parce que moi, j'étais trop perchée là-haut. Donc je me suis dit, il faut que je revienne dans le corps pour équilibrer. J'étais très yang, très dans le corps, très sportive, très dans le mental. Ensuite, j'ai eu ma phase extrême opposée, très yin, très tout est génial là-haut, j'ai pas envie de revenir. Et donc là, j'ai trouvé mon équilibre, effectivement. Et je suis revenue dans le corps au travers des pratiques somatiques, libération des traumas dans le corps, puisque personnellement, de mon expérience, ça s'imprime dans nos tissus. Et donc, c'est pour ça que travailler que en EMDR ou que en hypnose, pour moi, c'était pas suffisant. Il faut venir libérer au niveau du corps. Et donc, après avoir pratiqué ça sur des centaines et des centaines de personnes, j'ai reçu le message, je pense, comme beaucoup de gens, maintenant, actuellement, c'est que maintenant, il faut qu'on fasse un travail beaucoup plus collectif. Il faut qu'on soutienne cette vague d'éveil qui est en train d'arriver. Et vraiment, pour moi, je sens cet appel de transmettre les outils pour que les gens deviennent autonomes un maximum et qu'il n'y ait plus cette dépendance j'ai mal là, je vais voir mon énergéticienne et puis elle va me faire quelque chose. Pour moi, c'est un pansement, on va pas à la racine. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je me considère plus comme mentor, parce qu'il y a l'expérience de ma vie, de ma propre guérison personnelle, de ce que j'ai pu apporter pendant 5 ans à des centaines et des centaines de personnes. Et maintenant, je suis plus sur un travail collectif. J'accompagne par contre, et dans un côté mentorat, des sportifs de haut niveau, des artistes, des entrepreneurs, où là on fait un travail sur plusieurs mois, où pareil, je mets vraiment à disposition ma palette d'outils et mes compétences et connaissances. Mais c'est vrai que je suis plus dans la thérapie, parce que pour moi c'est un côté très... on vient soigner le mal, dis-moi où tu as mal, bon ok, c'est ça, c'est réglé. Et moi j'ai envie maintenant de donner le pouvoir aux gens et dire ok, mais vas-y par toi-même. Qu'est-ce que ça dit de toi ? Mais ce que tous les thérapeutes ou les accompagnants de vie et autres vont vous tenir ce discours-là en disant l'objectif numéro 1, c'est de ne pas rendre les gens dépendants. Ouais. Et donc, chacun puisse se gérer ou s'auto-gérer en fonction de ce que vous allez pouvoir enseigner. Donc, quelle différence il y a entre un thérapeute et un mentor ? Pour moi, le mentor... Alors, c'est dans ma perception, c'est-à-dire que moi, je vais aller au-delà, je vais bousculer. J'ai une énergie un peu comme ça, où je vais venir bousculer les principes. Et là, je vais faire un travail aussi qui accompagne un plus de coaching, je vais pousser les gens dans les retranchements pour qu'ils se révèlent, qu'ils voient leurs propres incohérences parfois et leurs propres paradoxes. Et c'est là où, pour moi, le thérapeute, dans ma perception, c'est quelque chose de plus accompagnant, enveloppant, doux, où on vient soigner les plaies. Et pour moi, le mentor est plus dans « je peux inspirer, de par ce que j'ai vécu, maintenant, on y va, et révèle-toi. Montre-moi ce qu'il y a, vas-y, révèle-toi. »
Voilà. Pour moi, c'est plutôt la nuance dans l'approche où comme je me percevais avant le thérapeute, il y a quelque chose de beaucoup plus maternant, alors que le mentor a quelque chose finalement de plus juste dans ce que moi je désigne comme mentor, c'est-à-dire c'est pas une histoire de gourou, je suis pas au-dessus des autres, mais c'est de par mon expérience, de par mes compréhensions. Voilà, de ce que tu me dis, de ce que j'utilise ma médiumnité pour aller toucher rapidement à la racine, et ensuite je laisse la personne tirer le fil. Et après, je vais essayer de la bousculer un petit peu, ou au contraire, si je sens qu'elle a besoin de douceur, je vais m'adapter à ça. Ouais, c'est là, bousculer un petit peu. Et c'est peut-être ça, effectivement, la différence, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui disent « Moi, je ne suis pas là pour vous guider ou vous imposer des choses, ou en tout cas vous donner une façon d'être ou une façon de vivre. Ouais. » Peut-être que le mentor dépasse un peu ça. Je dirais que c'est dans la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, dans la thérapie, où il y a un peu, parfois, je pense, un bypassing, dans la responsabilité, genre « Ah, mais moi, je ne suis... je vous donne que les clés. » Oui, ce qui est vrai, moi aussi, je ne donne que les clés. Mais je pense que maintenant, on a besoin d'avoir des gens incarnés qui assument à un moment la posture. Elle est là, la militaire. Hein. Elle est là. Moi, je dis qu'elle n'a pas réglé du tout son histoire d'autorité militaire. Voilà, sir, yes, sir. Non, ça va pas être possible. Mais justement, je pense que c'est important. Chacun, on a tous une médecine, on a tous une énergie. Bien sûr. Donc, je sais que j'attirerai les gens qui ont besoin d'être bousculés, d'avoir une forme d'autorité, pas dans ce côté, effectivement, gourou, faites ce que je dis. Oui, où j'impose. J'impose, pas du tout. Non. Mais c'est dans le sens où peut-être que tu as besoin du petit coup de pied aux fesses, parce que t'es en boucle. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui font appel justement à des coachs, des thérapeutes, accompagnants de vie et autres, et qui nous disent ça, à quel point ils ont besoin. C'est toujours le 1, par où je commence, ok ? C'est ça. Ok, d'accord, on a révélé ça, ça dit de ça de moi, et ensuite, qu'est-ce que j'en fais de ça ? C'est ça. Ça, c'est la première objection qu'on entend souvent. Et la seconde, c'est souvent d'entendre dire des clients qui disent « mais j'aimerais bien qu'on me prenne en main aussi à un moment donné et qu'on me dise allez, maintenant, fais comme ça, mets-toi dans cette posture-là, vois ce que tu ressens, vois ce qui arrive, comment est-ce que tu perçois les choses, etc. etc. Ouais. C'est pour ça que la nuance, elle est là, c'est dans la responsabilité. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens aussi qui disent, dans les thérapeutes, et c'est normal, parce qu'il y a toujours cette question de déontologie, de posture, de positionnement, où on ne doit pas prendre l'ascendant ni avoir une emprise sur l'autre. Mais à un moment, il faut assumer sa place aussi. Si on prend ce rôle de thérapeute ou de mentor ou de guide ou quoi, il y a un moment, il faut assumer qu'on a une posture. Donc, il y a des conséquences, mais il faut être en capacité de les assumer. Bon. Et je pense que les gens ont besoin de ça un peu. Cette médiumnité, oui. D'où ça sort, ça ? C'est une bonne question. Alors, est-ce que vous appelez ça médiumnité parce qu'effectivement, tout de suite, on va évidemment comprendre le pourquoi du comment, ou est-ce que c'est ce travail d'intuition et ce travail d'introspection que vous avez pu faire sur vous qui a développé cette intuition plus Depuis petite, en fait, je sentais des choses. Vous aviez déjà ça. Ouais, depuis petite, mais j'ai bloqué, comme beaucoup, on me dit c'est ton imagination et tout ça, et j'avais bloqué. Et puis, finalement, c'est revenu même quand j'étais en Afghanistan, en 2013, où je percevais des choses, dans un contexte de guerre, donc je me disais, t'es perché. Je disais, vu le contexte, on va laisser tomber. Et puis, c'est quand mon fils est né, où là, à nouveau, j'ai eu une montée de Kundalini, puis d'un seul coup, j'ai découvert que je ressentais les défunts. Je me suis mis d'un seul coup à faire de l'écriture automatique alors que j'avais rien commandé. Là, j'ai dit, ouh là là là. Donc là, ça m'a fait ultra peur. J'ai cherché des formations dessus, en disant, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi, comment je me protège, est-ce que je suis pas folle. Donc, parce que je venais quand même d'un milieu très cartésien. J'ai fait mon bac S, j'étais dans les télécoms, tout ça, militaire. Et donc là, d'un seul coup, je me suis dit, waouh, alors, comment tu vas gérer ça ? Et j'y suis allée progressivement, et à chaque fois avec ce truc de, est-ce que ça te parle ? Parce que alors je peux avoir des discussions ultra perché. On peut parler de tout avec moi, mais comme on peut parler de finance, de crypto, de marché financier, et puis après on peut parler d'êtres galactiques, de défunts, et puis après on va parler de système nerveux, de régulation du système nerveux, et puis de croyances limitantes, de transgénérationnel, de karma. Et au final, c'est ce qui fait ma force, c'est que je m'adapte à un panel immense, de par aussi mon ancienne carrière où j'étais quand même proche des décideurs, de la politique, ce qui m'a permis aussi de comprendre des enjeux très haut niveau. Et en même temps, j'ai été sur le terrain,
Donc je sais ce que c'est que d'avoir les mains dedans, d'avoir peur. Ouais, c'est pour ça que ce champ d'action, il est quand même extrêmement large, parce que vous avez travaillé dans un ministère aussi. Oui. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont jonché votre parcours. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. La montée de Kundalini, ça aussi c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le décrire, qui la vivent véritablement. Et le premier mot qui revient, c'est à quel point c'est douloureux. Ouais. Ce n'est pas du tout agréable une montée de Kundalini. Comment vous décrivez une montée de Kundalini pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh ben, moi, ça m'est arrivé, j'étais au travail. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le midi, je déjeunais avec un ami qui me montre une photo de quelqu'un. Il me dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de cette personne ?» Mais à ce moment-là, je ne suis pas connectée plus que ça. Et là, je dis cette personne, elle cache un truc hyper lourd. Et ça sort comme ça. Puis il me fait, comment tu sais ? Oui, il nous a annoncé ça la semaine dernière. Puis je dis, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Puis il me fait, et cette personne ? Puis je dis, je sais pas, je sens qu'il se passe ça avec son mari, machin. Je dis, mais j'ai l'impression de rentrer dans la vie des gens. Puis il me fait, ouais, mais c'est vrai. Et donc, en fait, juste, j'ai fait une lecture d'âme sans le savoir. Je rentre, j'avais une réunion après. Je rentre de ma pause déj et d'un coup, je sens effectivement une énergie qui monte soudainement vraiment donc du chakra racine et qui brûle vraiment dans le bassin. Je sens des palpitations, je sens que ça vibre de partout et je sais pas du tout ce qui se passe. Moi, je me dis mais c'est quoi ce truc ? Et j'ai envie de pleurer, je tremble, j'ai chaud, j'ai de la tachycardie et je suis complètement figée. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Je ne peux plus bouger, vraiment. Et j'envoie un mail pour dire que je ne pourrais pas aller à la réunion parce que je suis vraiment dans un état de figement total et j'ai l'impression que tout est décuplé. J'ai tous mes sens qui sont décuplés, j'entends tout x10, voilà. Et du coup, je rentre chez moi et à partir de ce jour, impossible de travailler. Là, c'était pour moi, chaque fois que j'allais au bureau, j'allais en pleurs, j'avais la boule au ventre et la situation se dégradait dans mon bureau et au final, je suis partie parce que c'est très mal fini. Et je ne pouvais plus remettre les pieds dans ce travail. C'est comme si toute ma vie a changé radicalement. Je fumais, j'ai arrêté de fumer immédiatement. Mais c'est pour ça que les gens disent, vous parlez notamment de burn-out, mais qui vous dit que c'est une montée de Kundalini pour le coup ? C'est vous qui pensez ça ? Alors, j'ai reçu, parce qu'après, à force de, voilà, en me connectant, et maintenant j'ai l'habitude de discuter souvent avec mes guides ou avec mon moi supérieur, avec mon âme, mon corps, voilà. Et on m'a dit c'est une montée de Kundalini, donc j'ai fait les recherches parce que j'avais toujours pas ce mot. J'ai entendu Kundalini, je sais quoi ça, et puis pourquoi j'entends ce mot, je sais pas ce que c'est. Puis je l'avais écrit Kundalini, j'avais écrit C-U-N, enfin je savais même pas l'écrire quoi. Puis je tombe sur ça, et puis je vois qu'effectivement il y a des témoignages de gens qui disent il y a cette espèce de montée, tout ça. Donc j'en ai déduit que, mais pareil, j'ai jamais cherché, ou je sais qu'il y a des gens qui cherchent à réveiller ça. Pour moi, on a un temps. Chacun a son rythme, et si ça doit se réveiller, ça se réveille. Voilà. En tout cas, votre spectre dans le mentorat, votre spectre d'action et d'accompagnement, il est extrêmement large, parce que vous disiez, effectivement, on peut parler de tous les sujets. Tout. Et parfois même des sujets qu'on imagine un petit peu, voilà, avec des gros guillemets, quoi. Voilà. Quand vous parlez de vos guides, quand vous parlez de médiumnité, et quand vous parlez de choses beaucoup plus cartésiennes. Donc vous avez... ça, c'est ce qui fait aussi votre spécificité, quoi. Oui, et puis en fait, maintenant, j'assume complètement. J'assume complètement le fait qu'il y a plein de gens, ils m'ont connu, enfin, j'ai des généraux qui me connaissent, et maintenant, moi, j'assume complètement, parce que c'est un vrai coming out. D'annoncer, de dire d'oser et de prendre cette posture. Et j'ai fait des podcasts effectivement dans le milieu entrepreneurial où le titre c'était de militaire à médium. Donc voilà, c'est le fait de s'assumer comme ça. Et en même temps, même des gens qui ne sont pas forcément ouverts à ça, bon, déjà commencent à être
un peu plus ouverts. Et surtout, ils me disent, mais je te fais confiance parce que je sais comme tu as bossé, je sais d'où tu viens, je sais qui t'es. Et donc, si t'en es là, c'est t'as raison et je veux bien, voilà, j'admets tout ça. Mais vous auriez pu rester dans l'univers du militaire, dans cet accompagnement-là? Je me suis posé la question. Pendant un moment, j'étais au contact. Pas mieux que vous pour savoir. Le souci, effectivement, c'est derrière comment on gère avec l'institution. Parce que, effectivement, tout est très lourd au niveau process, autorisation et tout ça. Il y a des gens, j'ai des militaires qui viennent à moi, qui ont des gros traumas, où effectivement ils disent waouh, ça vraiment, il y a un vrai avant-après, parce qu'on travaille sur le corps, et puis je suis capable de m'adapter. J'ai quelqu'un de très cartésien face à moi, il n'y a aucun problème, à aucun moment il se dirait que je suis perché, parce que je vais utiliser le vocabulaire et je vais être dans son spectre à lui. Mais voilà, après c'est par qui il arrive, mais je vais sentir ce que je peux dire, pas dire, et puis j'assume ma posture. Si la personne, ça lui paraît trop perché, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Voilà. Et évidemment, sans se substituer, comme toujours, à un avis médical. Jamais. Psychologique, voire psychiatrique pour certains. Exactement. Si c'est une nécessité. Oui, tout à fait. Qui sont les gens qui viennent vous voir, alors, pour le coup? J'ai de tout. J'ai des gens qui sont dans la finance, j'ai des anciens militaires, j'ai des sportifs de haut niveau qui ont fait les Jeux Olympiques. J'ai monsieur, madame, tout le monde, j'ai des mamans, voilà. Et donc... Et sur l'accompagnement, la thématique, l'angle le plus récurrent? Alors, pour les gens qui viennent depuis un spectre professionnel, c'est j'arrive à un plafond de verre, je comprends pas, j'y arrive pas, là, il y a quelque chose qui bloque. Donc, très souvent, c'est la partie émergée de l'iceberg, le travail. Mais souvent, c'est ça, c'est je veux m'améliorer, je veux mieux performer, je veux m'améliorer. Et très rapidement, on descend à la racine, à l'enfance, à qu'est-ce qui bloque, puisque même si, par exemple, je fais de la prépa mentale, je travaille pas du tout comme une préparatrice mentale, comme les autres préparateurs mentaux, parce que moi, je vais vraiment aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière ton sabotage. Et je vais d'abord aller comprendre où est-ce que tu sabotes ta performance, parce que tu as le talent, tu as les compétences, tu as les capacités, mais ton système nerveux et ton inconscient, ils ont une meilleure raison pour te protéger, donc je vais aller faire ça. Et plutôt que d'aller optimiser leurs faiblesses, moi, je vais maximiser leur potentiel. Donc souvent, c'est ça. Et après, si on est plus sur, je dirais, du grand public, malheureusement, souvent, c'est la dépendance affective, en fait. C'est la souffrance dans le couple ou en tant que parent ou dans les relations humaines. C'est surtout ça qui vient. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur le système nerveux. Et c'est étonnant parce que j'ai lu ce matin un article incroyable d'une personne qui racontait à quel point elle a tout essayé, notamment dans sa vie par rapport à la perte de poids en particulier. Ah oui. Et évidemment, ses effets yo-yo, de tout ce qu'elle a pu engager dans les démarches d'accompagnement, etc., etc. Et un jour, un thérapeute lui dit « c'est ton système nerveux qui fera la différence ». Moi, ça a été un vrai game changer. Quand j'ai commencé à m'intéresser au système nerveux, j'ai réalisé que tous mes symptômes, mais vraiment, le problème de digestion, de l'acné, le poids, les cheveux, tout, les troubles du sommeil, le point commun, c'était un système nerveux qui était tout le temps trop haut, tout le temps dans le high. Et donc, j'étais tout le temps stressée, de par mes expériences passées, stress post-traumatique, voilà. Je ne m'arrêtais jamais, toujours en train de penser. Et du moment où j'ai commencé à apprendre des outils pour me réguler, pour revenir au calme, tout c'est... Vraiment, j'avais des douleurs tous les jours dans mon corps. Pendant 30 ans. Et du jour au lendemain, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, et ce qui est génial avec le système nerveux, c'est que c'est des tout petites choses à faire. On améliore un petit peu dans le quotidien. En fait, il faut se décharger du stress au maximum, dans les relations, dans les habitudes, dans la charge de travail, dans les stimulants, les stimulus. Et après, c'est des tout petits exercices. Et ce qu'on m'a transmis dans ma formation, c'est « less is more ». C'est ce qu'ils disent à chaque fois. C'est que nous, on est dans le trop. Les Occidentaux, on fait trop de choses. On est constamment stimulés. Et dès qu'on revient à ce calme, le corps, en fait, il a l'espace pour enfin s'auto-guérir, s'auto-réguler. Parce que votre corps, sinon, il passe son temps à être en mode survie et il se dit, il y a le feu à l'intérieur. Donc, tout le corps est enflammé et on a plein de maladies chroniques, inflammatoires qui se déclenchent avec des années de survie, quoi. Donc, ouais, c'est un vrai changement. Bravo, la reprogrammation intérieure, le leadership conscient, évidemment, les transformations incarnées. Et c'est ça, le mentorat.
Ouais. Et c'est ce que vous préconisez dans votre accompagnement. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans votre discours, encore une fois, la palette et le champ d'action qui vous permettent d'accompagner ceux qui nous regardent là est extrêmement vaste. Et vraiment, on est aux antipodes, hein, parfois, entre... Il y a des sujets qui, on pourrait s'imaginer qui ne sont même pas compatibles ou que vous ne puissiez pas en parler ou les traiter. Mais non. Ah, mais c'est génial parce que des fois, j'ai des gens qui viennent... qui sont dans la finance, hein, et vraiment qui sont dans des gros investissements et ils ont besoin d'aller chercher des fonds et des choses comme ça. On va aller chercher, en fait, qu'est-ce que ça dit de toi sur ton enfance, à quel moment tu t'es senti bloqué par papa quand tu as voulu prendre une initiative et donc quelle croyance ça a créé. Et là, on shift ça, le lendemain, la personne, elle m'appelle, elle me dit c'est bon. Donc... voilà, et au final, vraiment, je m'adapte à tout ça. Et puis, finalement, nous sommes tous des humains. Il paraît. Voilà. En tout cas, pour le moment. Venu sur cette terre pour vivre une expérience humaine. Voilà. Merci en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Cléo ? J'aimerais qu'on retienne de moi que tout est possible. Cette phrase, elle est... Parfois, elle est insupportable. Ouais, je sais. Surtout quand on est dans des situations compliquées. Quand on veut, on peut. Tout est possible. Toutes ces phrases-là. Ouais. Est-ce que je peux la parfois, contextualiser ? Bien sûr. Elle heurte parfois. Hein. Oui, mais surtout quand on est dans des contextes où on se sent bloqué. Et c'est là où, moi, dans ce que je transmets, je fais un mentorat de 3 mois où j'accompagne en groupe, où je transmets tous ces outils aux gens. Et en plus, on fait des séances collectives. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est « Punaise, tu me saoulais, mais à la fin, t'avais raison. J'ai pu changer ça, il y a ça qui change, il y a ça qui va mieux, j'ai réglé ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on devient plus conscient de qui on est, de ce qu'on croit, de ce qu'on s'autorise pas, on switch comme ça. Et là, tout devient possible. Mais effectivement, pour moi, c'est arriver à sortir de la victimisation, du rôle du sauveur, de plus avoir peur d'être le bourreau. Et une fois qu'on est sorti de ce beau triangle, tout devient possible parce qu'on assume qui on est. Mais vous avez été. Ah, j'ai été dans tous ces rôles. Et là, je suis en train d'embrasser le fait que je m'autorise à être le bourreau pour les autres. Voilà. Pas dans mes accompagnements, bien sûr, mais dans ma posture, c'est-à-dire accepter que je ne plairai pas à tout le monde, et c'est normal. Je peux accompagner, aider et être aimée par certaines personnes parce que je leur corresponds et ils me correspondent. Et le reste, chacun a ses liens. Mais je dirais que vraiment le plus important, c'est de remettre de la conscience sur qui on est pour pouvoir créer ce qu'on veut. Je dirais que c'est ça qu'il y a à retenir. On va vous mettre on vous met évidemment tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez entrer en contact avec Cléo et puis comprendre évidemment ces schémas et reprendre la responsabilité de sa vie. Exactement. Ouais, absolument. Et sans dépendance de mentors, de guérisseurs, de thérapeutes et autres, hein, évidemment. On a besoin d'être soutenu à des moments, mais de savoir être souverain dans son propre cheminement. Dans son propre cheminement. Merci Cléo, merci infiniment. Merci. Vous commentez avec bienveillance, partagez comme toujours et prenez contact en dessous de la vidéo. Vous avez tous les liens pour rentrer en contact donc avec Cléo. On se retrouve très très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.